On est pas... Alors, je lance l'enregistrement. Ah, c'est bon. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette petite conférence sur le master marketing pharmaceutique donc de Paris-Saclay. C'est un master un peu particulier parce qu'il a été nouvellement approuvé par la faculté de Paris 5. Jusqu'à présent, il n'était pas approuvé pour la sixième année et donc c'est tout nouveau, même si le master a déjà une bonne ancienneté et est très très bien établi dans le marketing pharmaceutique. Donc, je vais laisser les trois personnes, trois intervenants du jour se présenter. Ils ont tous les trois fait ce master, ils le font ou ils l'ont fait. Et voilà, j'espère que vous aurez plein de questions à leur poser. On avait dit qu'on garderait les questions à la fin, parce que la présentation, de toute façon, sera relativement courte. Donc, vous aurez tout le temps de poser les questions que vous voulez sur le master et sur leur métier. Merci Lise. Charles, tu veux prendre hop, le lead là Yes. sur mon ordi? Merci. Hop, tu contrôles mon ordi. Attention. Ça fait plaisir. Du coup, bonsoir tout le monde. Donc, comme Lise l'a dit, on représente le Master Marketing Pharmaceutique et Technologie de Santé de Paris-Saclay. On va commencer par présenter rapidement le master, puis ensuite on se présentera chacun tous les trois. Donc, notre master, en quelques mots, c'est la première formation en alternance dédiée au marketing pharmaceutique. Une alternance qui a un rythme particulier, c'est-à-dire que nous avons cours le soir. Ce master nous donne vraiment l'opportunité de rencontrer des intervenants professionnels, de vivre de nombreux cas pratiques et aussi des ateliers de développement personnel qui, en tout cas à mon titre, sont vraiment une des forces de notre master parce qu'il n'y a pas énormément de formations qui donnent une telle importance à ce genre d'atelier. Ensuite, on est une promotion à taille humaine, nous sommes une trentaine, on se connaît tous, et malgré la crise sanitaire, on arrive à avoir des liens forts entre nous, beaucoup de partage. Donc, imaginez si on pouvait se retrouver à chaque sortie de cours. Et enfin, un point quand même important, c'est une formation qui est financée par l'entreprise, car comme vous êtes en alternance auprès du LEM, vous ne sortez entre guillemets rien de votre poche pour participer à cette formation. Comment nous rejoindre? En gros, donc vous allez commencer par une première phase qui a lieu en ce moment. C'est la phase de sélection par inscription, dossier d'inscription, enfin le truc un peu classique que vous pouvez imaginer, lettre de motivation, dossier avec des questions, votre motivation, pourquoi ce master, comment vous l'avez connu, qu'est-ce que vous pouvez y apporter, qu'est-ce qui vous apportera. De la remise de ce dossier qui a lieu jusqu'au début du mois de mai, il y aura une deuxième sélection faite par Caroline Mascret, notre directrice, où elle va prendre 90 étudiants en gros pour une phase de sélection avec des entretiens individuels. Ces entretiens sont faits devant, bien entendu, Caroline, et une sélection de professionnels qui sont des recruteurs issus de divers labos, des plus ou moins gros labos. Et ces gens-là sont clairement ici pour un peu faire leur course. Ils viennent voir les différents profils qui postulent pour l'étape suivante qui sera de trouver une alternance. Donc, c'est un moment pour l'étudiant assez sympa et en même temps un peu intimidant parce que nous, on l'a vécu en Zoom. Donc, on voyait 16 petits carrés de recruteurs. Heureusement, la plupart ne mettaient pas leur caméra, donc c'est un peu moins intimidant. Mais la promotion avant la nôtre, eux l'ont fait dans une espèce d'amphi où ils avaient un micro et parlaient vraiment devant 30 personnes. Ça peut faire un peu bizarre. Et cette année, il y avait genre 80 recruteurs non, qui sont présentés au fur et à mesure. C'est ça. Il y avait 80 recruteurs et à la fin de tout le speech où on se présente, Caroline nous pose des questions et ensuite les recruteurs pouvaient nous poser des questions en fonction de ce qu'on a pu faire, les stages, les formations auxiliaires, ce genre de choses. Donc, c'est toujours assez intéressant de répondre à leurs questions. Moi, par exemple, je pourrais vous parler un peu plus tard de ma sélection où j'avais eu des questions un peu alambiqué parce que mon parcours était alambiqué. Vraiment, c'est une partie du recrutement qui est vachement intéressante à faire. En troisième partie de la sélection, il y a des entretiens collectifs. Donc là, on va être un peu évasif parce que, à cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu, en tant que promo 2020-2021, on n'a pas pu y participer parce qu'on n'avait pas le droit de se rejoindre tous en groupe. Mais
le but de cette phase-là, c'est vraiment d'évaluer comment chaque candidat se comporte en groupe et est-ce qu'il y a une vraie synergie entre les gens de la future promo. Et enfin, une fois que vous avez eu votre réponse, si vous êtes pris dans le master, vous avez entre juin, mois de la réponse, et le mois de septembre, mois de début de la formation au sens propre, 3 mois donc pour chercher votre alternance. Donc, cherchez votre alternance. Caroline va vous donner des offres, mais surtout tous ces recruteurs qui étaient là aux entretiens individuels, beaucoup sont appelés. Moi, à titre personnel, j'ai été appelé 2-3 fois, mais il y a des gens comme Kabou dans notre promo qui a eu genre 10-15 recruteurs différents qui l'ont appelé. Donc, comme le dit Caroline, c'est vraiment la seule fois de votre vie où vous serez appelé par trop de jobs. Profitez-en, c'est trop bien. Donc, voilà comment nous rejoindre. Après, vous aurez plus d'informations détaillées sur notre site internet. Agathe, c'est à toi. Merci Charles, bonjour à tous. Alors du coup, moi je vais vous présenter les cours qu'on a au master parce que la formation est riche. On a notamment des cours de médico-marketing donc, qui abordent plein de notions différentes que vous pouvez retrouver sur le site internet si vous voulez les voir en détail. On a par exemple du marketing stratégique, des interventions d'affaires médicales. On a ensuite des cours de market access. Donc, c'est le deuxième gros pôle de cours que l'on va avoir pendant l'année, avec par exemple des interventions sur la T2A, sur les accès régional et national, donc les AMM. On a ensuite de la pharmacoéconomie. Donc, la pharmacoéconomie, ça va comprendre notamment l'intelligence économique. Et enfin, le dernier pôle de cours qu'on a, c'est le développement personnel, donc qui est très important dans ce master, avec différentes sortes de team building et des intervenants qui viennent nous parler de comment manager une équipe, comment s'intégrer dans une équipe, comment être bon dans le travail en équipe. Enfin, il y a différentes interventions que vous pourrez également retrouver sur le site. Donc, je vais vous présenter ensuite, je ne sais pas si les slides passent, si c'est bon, le rythme de notre année. Donc, le principe de cette année, donc, c'est un contrat de 35 heures en entreprise. Donc, c'est un rythme privilégié parce que vous allez être tous les jours dans l'entreprise avec vos équipes, ce qui vous permettra d'avoir des projets sur l'année entière. Et vous aurez les cours les soirs, donc 2 soirs par semaine. En général, c'est les mardis et jeudis, mais ça peut varier selon les années. Et les cours sont de 18h à 21h. Donc, c'est à la fin de votre journée d'alternance, vous allez aller suivre les cours. Et enfin, environ 2 fois par mois, vous pouvez avoir cours toute la journée. Et c'est pareil, ça dépendra, le jour n'est pas fixe. C'est dépendant de l'intervenant et du sujet abordé. Et c'est un rythme privilégié. C'est notamment pour ça qu'on trouve facilement une alternance puisqu'on va être dans l'entreprise tous les jours. Maxime, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Super, merci. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur le MMP, je vais laisser Maxime vous donner envie d'intégrer ce master. Merci Agathe. Ouais, du coup, le master, c'est pas que des cours, c'est aussi du coup des séminaires à l'étranger quand on peut. On a eu la chance de pouvoir partir à Malte. Il y a un séminaire normalement aussi qui est prévu à Singapour. On visite des entreprises et des labos là-bas. Donc, s'il vous plaît, cette année, c'est possible. Bon, j'y crois pas beaucoup, mais bon, on verra. On participe au Festival de la communication de santé à Deauville. Il y a des week-ends de développement personnel, des hackathons, des wargames qui sont organisés. Donc, c'est vraiment pour créer et continuer de faire des projets d'équipe, de se retrouver, parce qu'on on commence à créer notre réseau professionnel. Et c'est important, et c'est ce que Caroline veut, c'est souder les gens pour qu'ils puissent s'entraider par la suite. Et on commence déjà à s'entraider et on continuera, je pense, encore après. Donc, on parle de la vie du master, c'est aussi des projets. On apprend des choses et en fait, on a tous nos spécificités dans le master et les projets, ils sont là pour les partager. Donc, il y a des projets réseaux sociaux, sites internet, l'organisation des forums, organiser des événements quand on peut avec les soirées alumni. Là, cette année, on essaie justement de créer du lien entre les promos. Ce qui est bien, c'est qu'en fait,
tu partages tes connaissances et tu te nourris des autres et tu peux approfondir vraiment des trucs que tu n'aurais pas le temps de faire par ailleurs, que tu montes vraiment en compétence sur des choses variées. Et moi, c'est un des trucs que je préfère. Voilà, le MedCheck, je pense que vous en avez, si vous suivez un petit peu, c'est des podcasts, un partenariat avec Anka Petre, c'est ça, qui est très active sur les réseaux. Et voilà, donc ça, c'est un des trucs que j'apprécie beaucoup dans le master. Charles, mais qui es-tu, Charles? Alors, pour la question qui suis-je, moi rapidement, déjà, je suis un ancien étudiant de Paris Descartes. Comme l'a dit Lise tout à l'heure, normalement, le master marketing pharma, jusqu'à cette année, n'était pas une formation possible à partir de notre faculté. Donc, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait mon stage de 5e année en affaires réglementaires, donc spécialité affaires réglementaires, et j'ai fait un premier master 2 à Châtenay aussi, qui s'appelle le master 2 affaires réglementaires des industries de santé. Tout ça spécialisé en contrôle pub, histoire d'avoir un cheminement logique et de me créer un parcours de compétences et un vrai bagage qui pourrait mener ensuite assez logiquement au marketing. Un an plus tard, diplômé de pharma, me voilà et je commence ce deuxième master 2. Ça, c'est pour la partie un peu académique. Qui je suis chef de produit junior. Donc, comme on vous l'a dit, notre master s'appelle le master marketing pharma. Donc, effectivement, ça prépare beaucoup au marketing. Mes collègues pourront vous parler d'autres postes ensuite, mais moi, je vais vous parler du vrai market. Donc, chef de produit, c'est on vous donne un produit. Donc, moi, je suis par exemple chez Novartis dans la franchise Cell Engine. Je travaille sur un produit qui s'appelle Kymria, des thérapies géniques. Et en gros, un chef de produit va être en charge de toute la stratégie marketing autour de ce produit. Stratégie marketing, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé un peu leur expliquer qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Simplement, c'est de faire en sorte que votre produit soit connu. Donc, moi, typiquement, je suis un produit de prescription, c'est qu'il soit connu des professionnels de santé de telle manière à ce qu'ils comprennent quelle chance il peut apporter aux patients. Donc, nous, on est sur des cancers du sang, les leucémies aiguës lymphoïdes et lymphomes diffus à grande cellule B, des cancers du sang très agressifs. On est en 3e ligne, on est vraiment un peu la dernière chance du patient. Le rôle du chef de produit sera vraiment de prendre un peu toutes les études qu'il y a autour du produit, toutes les nouvelles études, etc. Pas toutes nouvelles études, Agathe, ne t'inquiète pas, on ne déconne pas non plus. Mais vraiment prendre un peu tout le matériel qu'il y a autour et de l'efficacité de notre produit, de la sécurité bien entendu, mais aussi tout simplement de la communication qu'on peut faire auprès du patient pour le sensibiliser sur ce qu'est sa maladie, l'aider à mieux la vivre, sur des choses. Et toute cette stratégie-là va tourner autour majoritairement du professionnel de santé et aussi du patient afin de créer vraiment de la connaissance autour du produit. Beaucoup de gens entendent marketing et pensent juste faire vendre. C'est un peu dommage parce qu'on est vraiment genre patient centré. Donc voilà en quelques lignes. Après, je pense que j'aurai l'occasion de répondre à vos questions pour rentrer un peu plus dans les détails. Et du coup, j'ai vu que vous passiez les diapos, donc allez-y, passez à Agathe. Non, mais désolé, je voulais juste informer que le QR code est dans le chat, que le QR code ne fonctionne pas, mais on est dispo sur LinkedIn. Ouais. Voilà, comme ça, c'est dit. Je voulais être discret, mais j'ai raté. Mais bien joué. Non, mais voilà en quelques mots ce qui est vraiment le chef de produit market, qui est un peu le cœur du marketing en tant que tel. Après, il y a une infinité de métiers et comme je disais, moi, je suis très, très ouvert pour répondre à vos questions, pour creuser un peu plus. Mais je pense que Max et Agathe ont aussi des postes sortant de notre master très intéressants à vous présenter. Ouais. Du coup, c'est sans transition, on va passer aux affaires médicales. Enfin, si Charles, tu avais bien fini sur ta présentation. Du coup, moi, je suis Agathe Coste, étudiante en 6e année de pharmacie au master de Châtenay. Et je viens de Grenoble, donc j'ai fait toutes mes études de pharmacie à Grenoble en faisant directement le master de Châtenay après mes études de pharmacie. J'ai un profil qui est complètement médical parce que j'ai jamais fait de stage en marketing et depuis le début de mes études, je voulais travailler dans l'industrie et aux affaires médicales. Du coup, j'ai
vous, sans trop détailler, vous présenter quand même rapidement mon profil, j'ai fait un stage aux essais cliniques en 3e année parce que c'est une des missions principales aux affaires médicales. Et ensuite, en 4e année, pour mon stage d'industrie, qui peut-être pour vous est en 5e année, c'est dépendamment des facs. Moi, je l'ai fait en gestion de projet international dans un service de qualité. Donc, c'est très particulier, mais c'était toujours dans la logique d'acquérir des compétences qui me seraient utiles ensuite dans l'industrie pharmaceutique et en particulier dans un département des affaires médicales. Et j'ai intégré le master de Châtenay-Malabry parce que je voulais compléter mon diplôme de pharmacien, donc il y a un diplôme où on a des compétences cliniques, médicales, on a des stages en officine, on a des stages à l'hôpital, par des compétences en marketing. Du coup, pour avoir un profil plus business, plus polyvalent, qui me permettrait d'être plus efficace dans l'industrie. Je ne sais pas si vous connaissez les affaires médicales, mais aux affaires médicales, on est au contact de tous les départements, et en particulier le département du marketing, puisque je travaille en tant que responsable médical avec le chef de produit, par exemple. Donc, selon la pathologie, les traitements, vous pouvez être responsable d'un seul traitement ou d'une aire thérapeutique complète. Et du coup, vous allez accompagner le chef de produit dans ses activités. Vous allez, par exemple, valider les documents promotionnels, toutes les communications qui vont sortir du laboratoire. Et vous avez aussi un rôle au contact des médecins avec les MSL, puisque le travail des affaires médicales, ça va être d'être le référent scientifique pour toutes les questions médicales, scientifiques qui sont au sujet de votre traitement ou de votre aire thérapeutique. Du coup, vous allez générer des données par les études cliniques et vous allez ensuite mettre à disposition des données, à la fois à travers les autres départements en validant leurs documents, mais aussi vous, si les médecins viennent vous contacter pour avoir des informations, pour mettre en place des projets, des boards, etc. Et je ne vais pas plus vous détailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Et je pense qu'il y aura un temps pour les questions après. Du coup, je vais laisser la parole à Maxime pour qu'il se présente. Ça marche. Merci Agathe. Du coup, Maxime Latry, moi je suis chef de projet à Sanofi en innovation digitale. C'est un gros mot pour dire qu'on cherche à faire de nouveaux projets qui n'existent pas dans la boîte, qui n'existent peut-être pas en dehors de la boîte non plus. Ces projets, on part de l'idéation et on essaie de le mener au prototype, voire au scale, donc au déploiement de la solution dans l'entreprise ou dans le monde. Ça dépend si c'est un projet interne ou externe. Donc pour ma part, j'ai fait quelques pas à Descartes. J'ai fait ma licence là-bas. Je suis revenu dans ma terre natale de Rouen pour valider ma 4 et ma 5. Et j'ai fait un stage en start-up. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'appétence pour la start-up. À Descartes, j'avais présenté d'ailleurs un projet sur l'observance. Enfin bref, j'étais incubé dans un incubateur à Paris-Saclay sur un projet d'entreprise. Et là, j'en ai un nouveau. Et donc, moi, j'ai essayé de retrouver ça en fait dans le grand groupe. C'est un peu ambivalent, ça s'oppose un peu. Mais au final, au centre d'innovation digitale dans lequel je suis, on a quelques petits passe-droits qui nous permettent d'être un peu plus souple parce qu'on fait une idéation, on passe au prototype et du coup, faut qu'on s'affranchisse de quelques réglementations. Il faut qu'on soit un peu plus souple sur ça pour pouvoir tester, itérer et échouer vite s'il faut et recommencer. Donc en fait, moi j'adore mon poste parce que typiquement là je suis sur un projet, pour vous donner un peu de concret, après on verra dans les questions-réponses, c'est une application d'apprentissage continu pour les forces de vente, donc les visiteurs médicaux, hospitaliers. Et là on a quelqu'un du marketing et quelqu'un du médical avec nous. Typiquement, moi j'ai dû créer du contenu de quiz, tout simple, que je devais faire rédiger par un médecin. Et après j'avais des sessions de validation avec le marketing et le médical pour valider que le contenu est correct et pouvoir le pousser aux visiteurs médicaux. Donc, je suis en contact avec le marketing, le médical, j'ai été en contact avec le réglementaire aussi pour ajuster le tir, et j'étais en contact avec le service technique pour déployer l'application sur les téléphones Sanofi. Je suis en contact maintenant je travaille au global, donc à l'international. Donc, je suis en contact avec le responsable, le directeur de Sanofi France pour le déployer, pour qu'il m'aide à le déployer en Europe. Je
suis vraiment en contact avec des gens très divers et j'adore ça parce que c'est très enrichissant. Quand je suis arrivé, je comprenais rien à qui faisait quoi. Donc, je faisais des fiches. Je disais, OK, j'ai une réunion avec 5-6 personnes. Je regardais dans la hiérarchie qui est qui. Et parce que c'était un enfer. Enfin. Et du coup, c'était cool. Je suis sur un deuxième projet aussi. Peut-être on pourra en reparler après. C'est un dispositif médical qui aide à diagnostiquer les maladies rares. Donc voilà, ce que j'aime moi dans mon métier de chef de projet, c'est que je suis en connexion avec plein de gens et que c'est jamais les mêmes journées. Aujourd'hui, j'étais en Zoom de 8h à 20h. Là. Demain, j'ai une réunion Zoom. Ça change beaucoup. Mais 8h, 20h, c'est fatigant. Voilà, alors ça, c'était tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions après. Je crois que c'est à Charles. Ouais, alors en gros, j'ai une partie de mon écran qui a disparu. Rapidement, ouais, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a beaucoup de recruteurs qui viennent à ces fameux entretiens individuels. Là, sur cette diapo-là, vous en avez une partie qui sont très représentés. Et là, c'est particulièrement les labos chez qui les gens de notre promo travaillent. Donc, il y a Agathe qui est chez Pfizer, moi chez Novartis, Max chez Sanofi, mais après, on a une grosse team BMS. Pas mal de Servier, enfin vraiment une multitude de laboratoires qui sont représentés. Ça va du dispositif médical à, il y a 2 startups, Posos et Capcode. Enfin vraiment, plein de postes différents sont accessibles à partir de cette formation et de labos différents. Du coup. Et après, du coup justement, qu'est-ce qui se passe après Ce sont des études qui sont menées par le LEM, qui est le partenaire de notre master. 90% des étudiants ayant suivi notre formation a trouvé un emploi dans les 12 mois suivant leur alternance. Il y a de tout. Il y a du CDD, du CDI, beaucoup. Il y a aussi un peu d'intérim. Mais globalement, tout le monde a un poste un an après l'alternance. Et voilà. 25% des étudiants trouvent un emploi avant la fin de leur alternance et sur un point de vue personnel, je dirais même plus encore, c'est que là, à 6 mois d'alternance, je sais qu'il y en a beaucoup dans la promo qui réfléchissent déjà à des pistes futures, qui en parlent déjà avec leur manager. Donc vraiment, il faut d'ailleurs. Il faut. Moi, c'était la semaine dernière. Donc, j'ai déjà une idée à peu près de vers quoi je me dirige pour l'année à venir. Globalement, les managers un peu partenaires de notre formation, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont reconduits d'alternance en alternance et d'année en année. Globalement, c'est beaucoup de managers qui sont très bienveillants. Moi, typiquement, mon manager à moi, il est très bienveillant par rapport à ça. Et c'est lui-même qui est venu me voir en disant, bon, du coup, Charles, parlons bien, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Et c'est super important de savoir où est-ce qu'on va, ne serait-ce que parce que sur les 6 mois qui restent, ça aide aussi à savoir comment on y va. Si je peux rajouter un truc, c'est que Caroline, vu qu'on a beaucoup d'offres, elle nous force en fait à avoir au minimum 3 entretiens. Donc c'est une sélection un peu à l'inverse, hein. C'est un peu nous qui sélectionnons vers où on va aller. C'est pas l'étudiant qui est sélectionné presque. Et du coup, en fait, ça nous permet de faire des choix beaucoup plus éclairés parce que c'est la première fois qu'on a à prendre une telle décision, c'est normal. Mais faire plusieurs entretiens, c'est important. Et quoi que vous fassiez, je pense que c'est un conseil qui est bon à prendre. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir des alternances qui sont sympas avec des managers cool. C'est parce que justement, elle nous incite et elle valide un peu aussi, elle nous valide complètement même notre alternance. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Et voilà, parce que la question sort globalement tout le temps. 45 000 € annuels, c'est le salaire moyen d'un étudiant sortant de notre promo. Ça change forcément en fonction des postes. Typiquement, je ne peux pas parler pour le médical, mais je sais qu'il commence un peu plus haut que nous. Je te vois sourire. Mais voilà, on sort avec déjà un salaire qui est quand même très correct. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, mais l'alternance elle-même est payée et on n'est plus sur une paye de stage. Les payes d'alternance sont déjà aussi plutôt correctes pour commencer. Ouais, c'est confort même pour Paris, hein. En fonction de l'âge aussi, la somme est différente. Ouais.
Là, c'est très dépendant c'est très poste dépendant, labo dépendant. Sur l'alternance, normalement, les gens sont payés à peu près pareil. C'est des grilles, donc de toute façon, c'est comme ça. Après, c'est un point qui est important. Le salaire que vous aurez en alternance ne présage rien pour la suite, parce que souvent, les grilles sont totalement. Et, je pense qu'elle veut dire c'est que les grilles sont différentes. Mais en tout cas, enfin, on sera forcément payé bien mieux une fois qu'on sera en contrat quoi, complet. Ouais. Bah, pauvre Agathe, elle a disparu. C'est pas plus mal. Hein. Ah non, Elle bug un peu, mais elle va revenir. T'as dit c'est pas plus mal. Ouais, j'ai dit ça, puis après je dis ah non, en fait c'était à elle de parler. Ouais. Ça peut être très différent. Non. Bon, tu disais que c'est assez varié du coup les postes, Charles. Ouais, bah, je dis ça, donc forcément chef de produit parce que c'est le poste quand on évoque le marketing, mais MSL, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Ah, bah Agathe, tu es revenu, tu peux peut-être prendre la main. Je J'ai suis de appris sur retour. MSL, donc tu en parleras bien mieux que moi. Bah, je sais pas où vous en étiez, mais du coup, c'était On pour les. présentait les différents métiers, Ouais. parce que c'est pas que les 3 métiers qu'on a présentés là, et la suite aussi. Ouais, les débouchés sont très variés. Il y a tous les débouchés marketing, notamment donc chef de produit, qui représentent la grande majorité des alternants. Mais par la suite, ben, certains deviennent MSL. Ceux du médical, la plupart du temps, restent au médical, donc soit comme MSL, donc c'est les responsables médicaux région, soit comme responsable médical siège, donc national. Tu Non, peux préciser ce que c'est un responsable médical région? oui, bah, le MSL, en fait, c'est comme le RMR, c'est responsable médical régional, et c'est le poste des affaires médicales au contact des médecins, au niveau, enfin, qui travaille, qui est en charge d'une région en particulier, donc qui va aller voir les médecins dans les CHU, les pharmaciens dans les officines. Et du coup, c'est c'est comme le responsable médical siège, sauf que c'est au niveau d'une région. Et c'est ce qu'on appelle aussi MSL. Et selon les laboratoires, ça peut aussi s'appeler médecin produit, par exemple. Et vous pourrez reposer des questions après sur les missions plus précises de ce poste-là. Après, on a aussi des chargés d'études de marché, des gens qui partent dans des métiers du digital comme chef de projet digital ou qui le sont aussi pendant leur alternance comme Maxime. On a aussi des personnes qui font délégué médical. Donc là, c'est le penchant marketing c'est le visiteur médical du coup en région aussi, comme le MSL. Ouais, vas-y Charles, pardon. C'est la force de vente. C'est typiquement bah, le chef de produit, il va placer toute sa stratégie marketing, mais la stratégie marketing, elle est appliquée par les délégués médicaux. Et c'est les délégués médicaux qui vont aller pousser tous les messages promotionnels auprès des médecins. Exactement. C'est le C'est à eux que promotionnel du MSL. Et du coup, c'est à eux que j'envoyais mes quiz sur l'application que j'ai déployée, par exemple. Et c'est à eux que le médical valide les documents, par exemple, pour faire le lien. Du coup, vous voyez que tous les métiers de l'industrie sont en collaboration. Collaboration, elle veut dire. Je ne pas. Mais c'est ça, en fait, tous les métiers sont ultra interconnectés, particulièrement dans ce qu'on vous présente là, où effectivement, il y a beaucoup de liens. C'est quoi qui est apparu? Je ne le vois pas. VIE. Ah bah oui, les VIE. Souvent, on propose à la fin de l'alternance, c'est un peu la porte d'entrée pour les gros labos. Souvent, on te propose un VIE, puis après, un peu d'intérim, et après, on te propose un CDD, et après un CDI. Ça, c'est un peu le schéma classique. Il y en a qui se débrouillent bien. On peut avoir un CDD ou un CDI direct après l'alternance. Mais si on est encore un peu jeune et qu'on a envie de bouger, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez les Ouais. VIE, mais Tu peux expliquer un peu plus ce que c'est ou tu veux que je le fasse? comme tu veux. Bah, vu que je suis en train de postuler à un, Ah bah vas-y. VIE, c'est Volontariat international en entreprise. C'est un programme franco-français qui vise à promouvoir les entreprises françaises et internationales. Donc, typiquement en France, les gros pourvoyeurs de VIE dans le domaine de la pharmacie, c'est Sanofi et Servier. Et du coup, tu es envoyé pour le compte de l'État français dans des entreprises françaises à l'étranger pour les aider à faire rayonner. Et effectivement, c'est une grosse porte d'entrée pour les jeunes pharmaciens pour diverses entreprises.
il y a ce côté porte d'entrée, il y a aussi le côté sympa, et on ne va pas se mentir, de découvrir du monde, de voyager et de découvrir d'autres façons d'exercer. Moi, typiquement, je viens de le dire, je réfléchis à postuler à un VIE, je réfléchis à partir en Amérique du Sud parce que le marketing en Amérique latine est clairement pas le même qu'en Europe occidentale. Donc, c'est des contrats de 6 mois reconductibles 2 fois. C'est des contrats de 6 mois minimum jusqu'à 2 ans maximum. Et souvent, c'est 2 ans. Hein. La plupart des pays font des contrats de 2 ans. Voilà. Les États-Unis, c'est 1 an et demi. Okay. Souvent, ils partent 2 ans. Les gens savent qu'ils partent pour 2 ans. Okay. C'est le visa, le VIE classique, c'est 2 ans. Pour certains pays comme les États-Unis, où il faut des visas, c'est 1 an et demi. Et 6 mois, c'est vraiment le minimum, mais c'est rare que les personnes partent pour 6 mois. Alors pour une chose très simple, c'est que de toute manière, il faut 6 mois pour être bien formé sur son produit. Donc, ça n'a aucun intérêt pour un labo de te prendre pendant 6 mois, te payer à te former, puis au moment où tu es bien formé, tu as le temps de monter en responsabilité, connaître tes collaborateurs. C'est une vraie belle porte d'entrée dans le métier, en tout cas. Mais c'est pas nécessaire pour sa carrière. Ça peut faire tremplin, mais ça t'empêche pas de faire tremplin par d'autres postes. De toute manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui terminent leur alternance avec un CDD. Donc, preuve en est que ce n'est pas une porte obligatoire, c'est juste une porte secondaire. Voilà, je crois que c'était tout pour la présentation. Si vous avez des questions, des remarques, c'est maintenant. Sachez en tout cas que sur LinkedIn, on est tous les 3 très disponibles si vous avez besoin de nous contacter en perso. Il y a le site internet aussi qui est assez riche, qui développe les projets dans le détail, les équipes projets, les postes de chacun, parce qu'on n'a pas parlé d'ailleurs du business analyst par rapport à FX, qui est beaucoup, donc qui donne des conseils en fait à la stratégie en analysant les résultats je sais pas, semestriels, des BU. Donc c'est un poste aussi qui doit être très intéressant. FX, il est très pris et il nous apporte toujours des infos pertinentes. Voilà, à vous. Du coup, n'hésitez pas à mettre vos micros pour poser des questions. Et sinon, vu que vous connaissez un business analyst, est-ce que vous pensez qu'il serait d'accord pour qu'on contacte un peu sur LinkedIn pour poser des questions? Parce que j'ai des gens qui étaient intéressés sur le côté plus analyste. Oui. FX, alors vous pouvez le trouver sur le site du master, François Xavier. Vous cherchez business analyst. Sur le site, vous allez sur l'onglet promotion. Dedans, il y a tous les étudiants de la promo, tous leurs postes. Tu peux chercher par mots-clés ou par catégorie et tu trouveras FX. Et il y a son LinkedIn. Il sera prévenu qu'il va y avoir quelques personnes qui vont venir le voir. Ça marche. Voilà. Il y a d'autres métiers intéressants, n'hésitez pas à regarder dessus. Voilà. Si des questions, n'hésitez pas. Parce que sinon, moi j'en ai si personne ne prend la parole. Vas-y, je t'en prie. Du coup, je vais attaquer. Vous parlez des interrelations entre le marketing et les affaires médicales, par exemple. Oui. On m'a souvent dit que les affaires médicales, en fait, étaient un peu ceux qui tapaient sur les doigts du marketing. Moi, je vais pas être contente. Moi. Il y a des affaires réglementaires aussi, mais... Il y a un triptyque. Il y a le marketing qui est force de proposition et qui fait valider tous ses travaux par le médical pour le côté scientifique, Agathe, je pense, et le réglementaire pour le côté et scientifique, mais moins spé, et surtout application de tout ce qui est réglementation et loi sur la promotion. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a le créateur et les 2 validateurs. Sachant que de plus en plus qu'on voit dans les labos, après c'est dépendant des équipes, mais le médical va être là aussi en accompagnement pour qu'il y ait une co-construction et que le travail soit fait de manière plus efficace. Le but du médical n'est pas de bloquer les documents du marketing, c'est vraiment que l'information qui soit délivrée soit vraie, qu'elle soit basée sur des sources. Donc nous, ce qu'on va aller vérifier, c'est le chiffre que le marketing utilise est vrai, il est bien référencé, la référence est la plus récente. Donc ça, c'est le rôle du médical. Du coup, on n'est pas là pour taper sur les doigts, on est juste là pour accompagner le médical, pour accompagner le marketing et aussi les autres départements, leur fournir des données. Donc, on va leur fournir des études,
On va leur fournir de la veille biblio pour mettre à jour les documents, pour générer des nouvelles informations et les accompagner. Mais c'est plus valider l'information scientifique plus que corriger. C'est pas du flicage, ouais. Non, du tout. Ouais, donc, Non, c'est vraiment de Bah, l'accompagnement. tant qu'on est sur toi, Agathe, il y a une autre question qui est de Charles, qui est mise dans le chat. Quelle différence entre ton poste et un MSL, par exemple? Est-ce qu'en tant que stagiaire affaires médicales, tu es obligé de commencer en tant que MSL? Alors, pas du tout. Justement, le MSL, c'est donc le responsable médical région, donc qui va aller au contact du médecin. Et ça, c'est des postes, justement, c'est en tant que junior, tu vas pas avoir ce métier-là parce que c'est possible, on rencontre toujours des cas, mais c'est après un stage, après une alternance dans tous les cas. Parce qu'en fait, il faut connaître la pathologie, il faut connaître le traitement. Si vous allez aller parler à un expert, vous allez aller parler à un pharmacien qui connaît le médicament. Et vous allez éventuellement, vous allez lui parler si vous avez un projet à lui proposer, mais sinon, c'est lui qui va venir vous poser des questions et du coup, il faut que vous soyez en capacité de lui répondre de scientifique à scientifique. Du coup, ce n'est pas des postes qui sont proposés en alternance ou en stage. Le poste de junior comme moi j'ai, c'est plus des postes sièges, du coup, qui permettent justement de collaborer à la fois avec les MSL, à la fois avec les responsables médicaux sièges. Donc, on peut voir les deux. On peut éventuellement accompagner un MSL sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé de suivre des boards. Donc, j'ai assisté au débat entre les médecins, à des interviews d'experts sur, par exemple, les thérapies géniques. Mais c'est pas moi toute seule qui vais voir un médecin. Il y a toujours l'expert scientifique avec moi qui, du coup, est légitime de poser des questions, qui est légitime de parler avec un médecin expert ou un pharmacien. Ok, bah merci. Ça a répondu à la question. Apparemment, oui. Mais j'avais une question aussi pour Maxime. Que tu as dit, toi, tu as un profil qui est quand même assez entrepreneur, enfin fou d'après ce que tu nous racontes et même dans ton métier. Est-ce que tu as eu des cours dans le master qui étaient plus orientés, plus business, on va dire ça comme ça? Ou est-ce que c'est Oui, pas du tout alors, le sujet? si, on a des intervenants, une particulièrement qui s'appelle Manel Chic, qui est à la tête d'un laboratoire pharmaceutique et qui est venue nous parler start-up, parce qu'elle a monté ça de toutes pièces, elle monte des projets à côté, donc elle nous fait l'initiation au business model, au business plan, un peu à la façon un peu au mindset qu'il faut avoir quand tu montes un projet. Et c'est une bonne initiation et c'est important d'avoir ça. Je ne sais pas quelle sensation vous avez eu de ce cours, Charles et Agathe, mais je trouvais que c'était bien amené, en tout cas pour nous. Beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'explications de ce que c'est exactement, parce que comme Manel l'a très bien dit, ça peut faire un peu peur de prime abord. Et finalement, elle nous a vraiment donné plein de clés pour sortir un peu notre projet de dos. Et pour être plus business encore, il y a un PDG aussi d'un labo assez connu qui est venu intervenir récemment, je ne me souviens pas de son nom, mais lui, je sais plus, il nous parlait justement euh, comment dire, du mindset, j'aime pas faire de l'anglais comme ça, mais du mindset de l'entreprise qu'il essaye L'état de... d'esprit à avoir. Ouais, merci, désolé, c'est horrible, je suis vraiment voilà. Déjà L'état parti en d'esprit, vie. c'est l'état d'esprit qu'il essaye de pousser dans sa boîte qui est vraiment euh, pas arriéré, qu'il essaye de pousser à ses équipes plus de digital. Voilà, enfin, je trouvais son intervention aussi très intéressante. Voilà, donc c'est du concret en fait qu'on nous apporte parce que c'est des professionnels qui interviennent et qui nous disent la vraie vie, c'est ce qu'on a essayé aussi de vous dire un peu par rapport à nos postes d'alternance, sur ce qu'on fait concrètement. Et ça, c'est cool. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, carrément. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire le parcours avec les SEC ou directement un parcours marketing. Et quand tu leur dis qu'il y aura un petit peu à boire et à manger, y compris dans le master marketing, je pense que c'est pas mal. Ouais, de toute façon, ça se voit hein, sur les postes, quand on va sur les postes de la promotion en alternance. Ça se voit aussi sur les embauches derrière. Il y en a qui sont en agence, il y en a qui sont en grand groupe, il y en a qui sont VIE, il y en a qui sont en marketing, en médical, en business analyst, en chef de projet. Il y a plusieurs chefs de projet. Camille, elle est aussi chef de projet. De projet en startup.
Ouais, en start-up. Donc, il y a vraiment des profils variés, ça, c'est top. C'est pas bridé, en fait. Et on va pas faire que du chef de produit. Ça, c'est sûr. Ok. Faut pas hésiter aussi à défendre son profil et ses motivations et pourquoi tu vas là, pourquoi tu te diriges vers ce poste plutôt qu'un autre, pourquoi ton parcours est assez cohérent vers ça, qu'est-ce qui t'a mené en fait à là où tu en es aujourd'hui, parce que tu peux avoir un parcours dans tous les sens, moi c'est un peu mon cas, mais ça empêche rien après quoi. Et du coup, est-ce que dans les grands oraux d'admission au master, on vous demande d'avoir déjà un projet qui est bien clair dans votre tête, ou est-ce que c'est plus souple? On va pas te demander comment tu te vois dans 5 ans, hein. Mais de toute façon, c'est important. Enfin, quoi qu'il arrive, je pense que c'est important pour soi-même de construire ça petit à petit au fur et à mesure. Et quand tu arrives aux entretiens, normalement, ça devrait pas couler de source, mais si tu prépares un peu et tu t'inventes pas une vie, ça c'est super important. Bah, normalement, tout est là, hein. Moi, j'ai un avis un peu différent. Ah Je ouais? pense, ouais, je pense que après c'est peut-être l'avis médical, mais je pense que c'est hyper important de savoir où vous allez, pourquoi vous avez fait ces choix pendant vos études, de réfléchir à une cohérence dans tout votre projet, Ah que oui. vous ameniez les éléments de manière logique, que vos stages ils ont été choisis, ou que si ça n'est pas le cas, en tout cas ils vous ont apporté des compétences qui vous serviront pour votre projet. Et je pense que si vous êtes intéressé par le médical en particulier, c'est important que votre projet soit clair parce que du coup, il faudra le dire à l'entretien parce que la plupart des gens veulent faire du marketing. C'est un master en marketing, donc il faut que vous soyez capable de justifier pourquoi du marketing pour un projet qui n'est pas du marketing. Du coup, dans le cas où vous ne voulez pas faire chef de produit, je pense qu'il faut avoir réfléchi à votre projet, la cohérence, pourquoi ce master y répond, et vous aurez la question à l'entretien. Enfin, Ouais, c'est je- logique. C'est logique. ouais. Je peux poser une question. Oui, Bah oui, je t'en prie. Déjà, bonjour et merci pour les intervenants. Franchement, c'était top la conférence. Du coup, moi, je reprends juste un petit peu du début. Du coup, vous aviez dit que c'était un master quand même assez sélectif. On a 90 candidats reçus, c'est ça, sur à peu près combien de candidatures? Et du coup, tout se fait sur le site de la faculté de Châtenay-Malabry. Là, tous les documents qu'il faut joindre et tout se fait là-bas. Et moi, je serais beaucoup plus intéressée du coup par le poste de Charles, qui a l'air vraiment super intéressant. Et je veux juste que tu en parles un peu plus et ton parcours depuis la 4e année. Du coup, on est majoritairement tous en 4e année ici. Alors, je refais tout le cheminement. Déjà, pour la sélectivité du master, effectivement, c'est quand même un master qui est reconnu comme étant assez sélectif. Caroline reçoit, les copains, enfin, vous m'aidiez, mais je dirais au moins 200 candidatures par an. Je crois que c'est 400 au premier round, 80 du coup, tu me disais au deuxième round, et 32 dans la promo au final. Donc, ça dégrossit pas mal et c'est pour ça qu'il y a quand même une assez grande importance. Enfin, Caroline, très, très réceptive à des parcours qui sont à des profils qui savent où est-ce qu'ils vont. Pour un peu compléter sur ce que vous disiez, Max et Agathe tout à l'heure. Donc, il faut quand même avoir une certaine idée d'où est-ce qu'on va parce que typiquement, pour passer du dossier par 1400 au dossier par 1080, il faut déjà montrer que ça, c'était pour la sélection. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah oui, non. Et ensuite, tu demandais, donc en gros, pour les Documents. missions en tant que telles, il y a une partie effectivement très administrative qui est sur le site de Châtenay-Malabry, avec une lettre de motivation, un CV, etc. Plus une partie, un fichier à remplir avec plusieurs questions personnelles sur toi, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Qui ça sera envoyé directement à Caroline, avec aussi les choix de tes dates d'entretien si jamais tu étais retenu. En un peu plus de détails, c'est ça, mais de toute manière, là pour le coup, je te renvoie vers notre magnifique site internet. Parce que vraiment tout est très bien détaillé en termes de procédure dessus. Okay. Et enfin, sur mon parcours donc. Oui, ouais.
Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai fait format à Paris-Descartes à une époque où faire du marketing n'était pas trop envisageable en termes de parcours direct, parce que notre master n'était pas du tout représenté, la spécialité n'était pas représentée en fait. Donc à partir de là, il a fallu que je fasse des choix de logique. Déjà, j'ai retapé ma 3, donc j'ai fait un stage pour me créer une première expérience. Donc j'ai fait un premier stage dans une CRO en affaires réglementaires des essais cliniques pour une première expérience, un stage que j'ai trouvé grâce à l'ALE d'ailleurs, qui m'a apporté une vraie première expérience du monde de l'industrie, ce que c'est, comment on travaille, comment on interagit avec les autres. Ensuite, je suis rentré en 4e année. Là, il a fallu que je commence à réfléchir. Pas de spécialité marketing. Donc, qu'est-ce qui me restait pour faire du market? Soit les secs, mais ce n'était pas un parcours qui m'intéressait plus que ça. Soit chercher autre chose. Et du coup, c'est là que je me suis penché vers les affaires réglementaires, parce que les affaires réglementaires sont un domaine assez large et en contact avec le marketing sur le poste de pharmacien contre la promotion. Tout à l'heure, je disais, il y avait un triptyque market qui propose, médical qui aide et qui vérifie, et le réglementaire qui vérifie. C'était mon poste à ce moment-là. Donc, j'ai fait 6 mois de stage chez AbbVie, 1 an d'alternance chez AstraZeneca sur ce poste-là. Et une fois mon diplôme de pharmacien de Paris-Descartes en poche, j'ai postulé auprès du master de Caroline en lui disant, voilà, en gros, je viens de Paris-Descartes, donc je ne pouvais pas postuler plus tôt chez vous. J'ai voulu construire mon parcours de telle manière à ce qu'un jour je puisse bifurquer et votre formation m'aidera à ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'apparemment ça a fonctionné. Donc ça, c'est pour mon parcours très rapidement. Je ne peux pas m'étendre non plus parce que je ne suis pas là pour parler des affaires réglementaires. Après, encore une fois, je suis ouvert à toute question. Et sur mon métier d'une manière plus générale, je t'invite à peut-être poser une question un peu plus précise. Oui, donc toi, tu es chef de produit. En soi, ça consiste, donc tu m'avais dit tout à l'heure, à développer, à faire connaître du coup ton produit auprès des médecins. Donc ça consiste du coup à se rendre dans les cabinets médicaux et puis non, pas trop. Oui et non. Le poste de chef de produit ne va pas aller dans les cabinets médicaux, par exemple. En fait, le poste de chef de produit, c'est vraiment quelque chose de stratégique, c'est en amont. Ceux qui vont aller dans les cabinets médicaux, ce sont les visiteurs médicaux ou délégués médicaux ou de manière très grossière, et il ne faut pas le dire parce qu'ils n'aiment pas ça, mais force de vente. Donc en gros, moi, en tant que chef de produit, je vais chercher à faire grandir l'image de mon produit, créer de la connaissance. Pour ça, il y a plusieurs options. L'option la plus simple, la plus logique qui vient en tête, c'est la promotion directe. Donc, c'est créer des supports de promotion. C'est une fiche posologique qui va résumer toutes les données d'efficacité et de sécurité du médicament, qui est le document support pour présenter ensuite, faire des emailing qu'on va envoyer au médecin. Et puis ensuite, en fonction des spécificités des produits sur lesquels on travaille, il y a tout plein de documents intéressants à créer. J'ai envie de dire sky is the limit, mais en même temps, mon cœur de réglementaire me dit que non, pas du tout, parce qu'il y a aussi le réglementaire. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que si tu as une idée et que réglementairement ça passe, tu peux créer un peu tout ce que tu veux. Et tous ces documents-là, en fait, tu les crées pour justement tes forces de vente qui, eux, vont appliquer ta stratégie et aller voir le médecin. Donc, il y a cette partie-là. Et puis ensuite, un autre gros pôle du chef de produit marketing, c'est d'asseoir un autre moyen en fait de parler aux médecins, c'est tous les congrès. Et donc, c'est ce que je fais beaucoup là en ce moment parce que tous les congrès en hématologie sont grosso modo à la rentrée, donc septembre-octobre. Donc, c'est un gros de mon activité en ce moment, c'est de préparer la présence de Novartis sur tous ces congrès-là. Parce que comme ça, les médecins qui visiteront le congrès en sortant de conférence, ils verront un stand Novartis, ils se rappelleront que Kymriah, mon produit, était là. Et c'est créer de la connaissance et du lien. Et tout ça, je vais rentrer dans les termes un peu plus grossiers, mais tout ça, c'est... J'aime pas trop faire cette comparaison-là, mais je sais pas, le spot publicitaire qui va te parler parce qu'il a une petite musique un peu lancinante, que ça te parle, qu'il a un slogan trop bien, 3 jours plus tard, tu vas au supermarché, tu vois la boîte, tu fais genre, ah ouais, je vais peut-être prendre ça pour goûter.
c'est super con, mais en même temps, c'est ça. C'est pas le même type de marketing parce que on vend pas des gâteaux. Mais un chef de produit sur des gâteaux, il réfléchit comme ça aussi, en fait. Il se dit, OK, comment je vais faire en sorte que mon produit soit retenu? Le patient ne veut pas le produit à la base. C'est là où c'est très différent. Là, on n'est plus sur une démarche vraiment thérapeutique. C'est que si tu crois en ton produit, si tu sais au fond de toi qu'il apporte une vraie chance au patient, tu feras à peu près tout ce qui est possible et tout ton possible pour faire en sorte que le plus de médecins soient au courant de ton produit pour que lui puisse prescrire, vu qu'en fait, c'est la porte d'entrée vers ton patient qui est un peu la finalité du truc. Donc, les deux gros trucs, c'est ça, c'est vraiment toute cette partie vraiment promotionnelle où tu vas travailler pour tes forces de vente et cette partie congrès où on est sur du lien avec le médecin. Après, il y a d'autres petites activités en lien avec d'autres services, mais si vraiment je devais résumer les deux grosses activités du chef de produit, ça me semble être ça. Voilà, je pense. Ok, merci beaucoup. Tu as tout répondu, merci beaucoup. Et du coup, peut-être au niveau du coût du salaire, tu estimerais qu'en pour un salaire débutant, c'est dans la norme. Ouais, 45K, c'est ce que j'attends moi à la fin en tout cas. Après, chacun négocie comme il peut, mais oui, j'attends pas beaucoup moins et généralement, on commence pas à beaucoup moins. À Ouais. part vraiment, tu es dans un petit labo qui ne peut pas se le permettre, mais que tu es passionné. Après, chacun son parcours, mais globalement, sur un labo classique, c'est le prix. Ok, merci. De rien. J'allais rajouter, Sophie, tu as fait internat et après le master marketing Ouais, pharmaceutique. mais là, On sait de qui on parle. Bonsoir, j'ai une petite question pour Agathe concernant les affaires réglementaires. Alors, moi, on m'a toujours dit que concernant le pharmacien qui travaillait dans les affaires réglementaires, il était toujours un peu derrière le médecin et que c'était des postes qui pouvaient être partagés, que ce soit par des médecins ou bien par des gens issus d'une thèse de sciences ou bien de pharmaciens qui sortaient de l'internat de pharmacie. Et je me posais la question pour ceux qui pouvaient être un peu carriéristes, est-ce qu'ils se confrontaient pas sur le long terme à un plateau de verre, un plafond de verre, pardon, par rapport aux lacunes scientifiques pour ceux qui se destinent à faire une filière courte directement. Ouais, je t'entends. T'avais fini ta question parce que je t'entends plus. Allô? Ouais, je pense qu'ils avaient terminé. Je pense que c'était par Parce que rapport aux affaires médicales plutôt que Ouais, réglementaires, oui, quand je comprends la question. Est-ce ouais, que les bah, alors, pharmaciens sont derrière les médecins, quoi? Globalement, c'était ça la question. ouais. Alors déjà, en fait, grâce à toi, je vais pouvoir insister sur un point important. La confusion par abus de langage, affaires réglementaires, affaires médicales est assez courante et on l'entend même pendant, parfois en entretien. Moi, ça m'est arrivé des RH qui me parlaient d'affaires réglementaires. C'est hyper important que pour vous, ce soit clair. Les affaires médicales, les affaires réglementaires, les affaires juridiques, les affaires publiques, c'est des départements qui sont complètement différents. Mais je pense que c'était juste une erreur. Et du coup, voilà, juste pour rappel, réglementaire médical, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, pour répondre à la question, alors en effet, pendant très longtemps, le médical a été, c'était des postes réservés aux médecins. Et c'est pour ça que ça s'appelait historiquement médecin-produit. Aujourd'hui, les pharmaciens sont beaucoup plus représentés dans l'industrie que les médecins. Et les médecins sont assez rares même. Et du coup, en effet, on les retrouve souvent au poste de directeur médical ou à des postes plus élevés. Mais il n'y a pas de hiérarchie médecin-pharmacien dans l'industrie. On a souvent des missions qui sont légèrement différentes d'ailleurs, parce qu'on n'apporte pas la même chose. Le médecin, il aura en effet une grosse connaissance de la pathologie. Et ça, on le voit même nous, quand les MSL vont parler aux médecins, il faut avoir conscience quand même que le médecin, c'est l'expert de la pathologie. Mais vous, en tant que pharmacien, vous êtes l'expert du médicament et votre diplôme, vous êtes complètement légitime d'être aux affaires médicales en tant que pharmacien. Et par rapport, par exemple, à quelqu'un qui aura fait une thèse de sciences, parce qu'en effet, on en voit, par exemple, des biologistes qui vont faire... des biologistes, quand je dis biologiste, c'est pas médecin ou pharmacien biologiste, mais c'est des gens qui ont fait des études de biologie, qui ont fait une thèse de sciences, par exemple, pour se spécialiser en neurologie. Ils vont être spécialisés en neurologie, donc en effet, ils pourront travailler aux affaires médicales.
Mais vous, en tant que pharmacien, vous avez une connaissance du circuit du médicament par vos études. Vous êtes ouvert sur tous les départements parce que vous avez eu des cours de qualité, vous avez eu des cours de réglementaire, vous avez eu des cours de pharmacologie, vous connaissez les essais cliniques, vous avez un panel de connaissances très, très important pour travailler aux affaires médicales. Du coup, il n'y a pas... Vous êtes tout autant légitime que les autres et vous pouvez vous retrouver à des postes élevés et ça n'est qu'une question d'opportunité et de vous, de l'expérience que vous allez acquérir dans l'industrie. Et d'ailleurs, vous le verrez là, après, c'est quand on est étudiant, en effet, les questions d'entretien sont pas les mêmes. On va vous demander les cours que vous avez eus, on va vous demander vos qualités, vos défauts. Mais vous verrez que quand vous travaillerez dans l'industrie, on va vous demander, ben voilà, si vous devez organiser un board, quelles actions vous allez mettre en place. Si vous devez sélectionner des KOL, les KOL, c'est les experts pharmaciens, médecins, qui vont parler pour dire des recommandations, parler en symposium, présenter votre traitement, présenter des études. La RH va vous demander comment vous sélectionnez un KOL, comment vous l'abordez si vous devez mettre en place un projet avec lui. Du coup, ça va être vraiment des questions d'expérience, de compétences. Et du coup, que vous soyez médecin, pharmacien, que vous ayez une thèse ou non, c'est pas ça qui fera la différence. C'est pas ça qui fera que vous serez moins bon sur votre métier. Et du coup, ça vous bloquera pas dans votre futur. Et moi, mes collègues sont tous pharmaciens. Il y a juste mon chef qui est médecin. Mais la chef de la BU n'est ni médecin ni pharmacien, donc il n'y a pas de règle. C'est dépendant des laboratoires, c'est dépendant des équipes. Donc, vous avez toutes vos chances. Et n'hésite pas si ma réponse n'était pas claire. Si, c'était clair, mais c'était. Mais j'ai cru comprendre que oui, que chacun avait sa place et que ça dépendait vraiment en tant qu'interne, enfin, la carrière interne dans l'entreprise, l'évolution des carrières. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent dans les postes les plus élevés, que ce soit directeur, manager ou bien votre chef, par exemple, c'est des postes de personnes qui ont un bagage scientifique beaucoup plus élevé, quoi. Ouais, mais alors après, le pharmacien, il est quand même dans les bagages scientifiques les plus élevés de l'industrie pharma. Et pour te donner un exemple concret, ma grande sœur est pharmacien, elle a fait des affaires médicales, elle a fait un master essai clinique et aujourd'hui, elle est directeur médical monde. Elle est co-directeur avec un médecin, alors qu'elle est pharmacien, elle est française, elle travaille aux États-Unis. Donc, il n'y a vraiment pas de règles, il n'y a pas de... Si tu veux faire les choses, tu peux en te donnant les moyens, en acquérissant en ayant les compétences et l'expérience qu'il faut pour atteindre ce niveau-là. Mais il n'y a pas ça, c'est pas ton diplôme qui te sera un frein. Au contraire, le pharmacien a un avantage d'avoir cette vision globale, cette connaissance du circuit du médicament, la connaissance terrain par les stages qu'on a pendant nos études et ensuite dans l'industrie une fois que tu y travailles. Ok, bah c'était un bel exemple, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que je vais peut-être prendre la question du chat? Ouais. Juste à propos de se donner les moyens, Agathe, félicitations encore parce qu'elle est récemment docteur, elle a passé sa thèse. Donc c'est une filière dans laquelle les gens se donnent les moyens. Et voilà. Alors, juste pour rebondir par rapport à la thèse, est-ce qu'il faut se précipiter de la faire? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a une différence de salaire à l'embauche pour les pharmaciens thésés, non thésés. Du coup, c'est quoi votre point de vue par rapport à votre éthique par rapport à la rédaction de votre thèse? Moi, si tu veux, Charles, juste pour répondre rapidement, merci Maxime pour ces félicitations. C'est la première fois que c'est très rare que les gens que les pharmaciens passent leur thèse avant la fin de leur master, surtout en alternance. La plupart des étudiants utilisent leur mémoire pour le réadapter en thèse. Là, nous, on est 2 dans le master à l'avoir fait, mais c'est ce qu'on a eu en stage pendant nos études de pharmacie à Grenoble qui nous ont amenés à trouver ce sujet. Les professeurs nous ont accompagnés dans ce projet. Mais il n'y a pas de... Je ne pense pas que ça fasse la différence. Ça peut éventuellement faire la différence pour des postes. Il
par exemple, pour partir en VIE, ça peut être une exigence parce que vous avez 2 ans pour la passer après le diplôme. En effet, il faut anticiper ça. Et certains laboratoires, je ne sais pas comment c'est dans les autres départements, mais pour les affaires médicales, c'est parfois exigé d'être docteur. Et du coup, ils vous passent pas en CDI tant que vous n'êtes pas docteur. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et ça, du coup, est-ce que je pense que tu avais un avis sur la question? T'es mute. C'est là où je voulais en venir. Yes, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait, en fonction des métiers du monde de la pharma, la thèse est plus ou moins obligatoire. Typiquement, si tu fais de la qualité, tu es obligé d'être pharmacien parce que tu signes en tant que pharmacien. Si tu fais des affaires réglementaires, en termes d'enregistrement, pas forcément, mais en termes de contrôle de la promotion, ce que je faisais l'année dernière, tu es obligé d'être pharmacien parce que tu dois avoir une délégation du pharmacien responsable. Il y a des métiers où c'est obligé de l'avoir, et du coup, effectivement, si tu commences sans l'avoir, en fait, tu seras moins bien payé parce que tu ne seras pas aussi bien valorisé vu que tu ne pourras pas signer. En marketing, par exemple, rien ne t'oblige à être pharmacien, pharmacien au sens docteur du terme, parce que tu signes rien en tant que tel. Donc, il n'y a pas beaucoup de plus-value à l'embauche. À la rigueur, ça peut peut-être te permettre, et ça peut peut-être te permettre de négocier un peu plus de salaire en mode hey, je suis docteur. Mais dans l'idée, en termes de compétences, ça n'apporte pas beaucoup plus, donc ça n'apporte pas de valorisation, donc pas de changement de salaire. Médical, pour le coup, il y a moyen que si, vu que, comme Agathe vient de le dire, il y a certains laboratoires qui exigent une thèse. Mais globalement, il ne faut pas voir ça comme un pass à une meilleure paye et surtout obligatoire. Après, objectivement, j'en parlais ce midi avec des collègues, ce serait quand même con d'avoir fait 6 ans de pharma, 9 ans dans mon cas, et de ne pas être docteur à la fin. Alors, est-ce que je prends la question Oui, je t'en prie, je règle le problème de connexion de Denis et Ouais, j'arrive. attends, je ne vois plus la question. En quoi consiste mon projet dans les maladies rares et quel est mon rôle dans ce projet? Du coup, je disais tout à l'heure, moi je suis chef de projet, donc je lead complètement le projet sur l'apprentissage continu. Donc il y a mon boss qui manage, qui donne les directives, mais globalement c'est moi qui suis en interface pour tout. En revanche, ce projet est un projet de beaucoup plus grosse ampleur. C'est x10 en termes, x20 en termes de financement. Donc ça va devenir un dispositif médical qui va aider au diagnostic dans les maladies rares, aider à l'orientation des patients. Dans un premier temps, on va rentrer les symptômes du patient sur le logiciel. Dans un second temps, on sera intégré automatiquement au logiciel médecin. Et donc moi, j'interviens comment? En fait, j'aide mon boss qui est vraiment en lead dessus à déployer ça. Donc je participe aux réunions avec les équipes de développement. Donc j'ai aidé à réfléchir sur l'algorithme parce que c'est des maladies rares, parfois héréditaires. Donc comment on structure l'algorithme, comment on pondère les résultats. Donc on a construit ça. J'ai participé à la réflexion autour de ça. Ensuite, il a fallu tester. Donc je disais tout à l'heure, on passe de l'idéation au prototype, au scale. Donc on passe au prototype. On fait des tests. C'est pas moi qui ai fait les tests heureusement, mais par contre moi j'étais à l'analyse. Donc je regardais les résultats, je faisais OK. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de tirer de ces résultats pour prouver qu'on peut aller plus loin ou qu'il faut réorienter le tir, etc. Donc moi j'ai fait tout un board d'analyse où j'ai analysé, 1500 requêtes, j'ai fait des graphes. Donc là les stats finalement ça sert. Moi j'aime trop donc c'était pas un souci. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aide sur l'UX et l'UI, donc l'expérience utilisateur, l'interface du logiciel en lui-même. Je participe, du coup, je donne mon avis et je challenge les équipes qui sont des designers, des développeurs pour faire en sorte que l'interface soit cohérente, facile d'utilisation pour du médical, que les termes soient parlants, qu'on puisse avoir des feedbacks intéressants, mais à quel moment, quand est-ce qu'on peut récupérer l'information du médecin, voilà. Et là, on est en train on a changé un peu de scope, on va passer avec un partenariat. Donc, je participe aux réunions avec l'INSERM, parce qu'on va travailler sans doute avec l'INSERM pour déployer cette solution, la rendre visible. Donc, j'assiste. Là, j'assiste plutôt et puis je donne mon avis après avec mon boss. On réfléchit
à ce qui est peut-être le plus judicieux de faire dans le partenariat et mettre les bonnes clauses dans le contrat, histoire que là, on se met d'accord sur un truc, mais si on fait un contrat tripartite, donc à 3, mais est-ce qu'on veut que l'un des 3 valide les choix du second? Qu'est-ce que ça implique sur la vision du produit? Parce que si un jour on se déploie, on change un peu de scope, on le rend disponible pour telle ou telle cible, est-ce que ça ne va pas nous bloquer? Comment ça ne va pas nous impacter en fait le projet? Donc moi, je suis vraiment là pour faire en sorte, un chef de projet, c'est ça, c'est faire en sorte que le projet il soit livré le plus rapidement possible et avec le moins de friction possible pour le moins de sous possible. Parce que Sanofi, oui, ça a de l'argent, mais on a des budgets et parfois, vraiment, j'ai vu des devis, on était avec mon boss, on était scandalisés, quoi. C'est pas parce qu'on est Sanofi que c'est illimité, on a tous des budgets. Et voilà, donc là, il y a aussi les budgets à challenger, à aller creuser pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière tes lignes de budget, et voir s'il ne faut pas qu'on fasse appel à un autre prestat. Voilà. Bon, j'ai un peu dérivé, mais. Non, mais c'est cool parce que justement, j'allais te demander comment étaient structurés un peu les business units, où est l'argent, quoi. Où est l'argent? En tout cas, moi, pour ma part, donc, je dépends du Centre d'innovation digitale, qui est une branche du digital plus globalement. Donc, au Centre d'innovation digitale, tu as un budget annuel qui est octroyé et ce budget, il est réparti par projet. Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça. Donc, sur le gros projet avec mon boss, on est sur un projet à 6 chiffres et sur le projet sur lequel je suis, on est sur un projet à 5 chiffres. Et du coup, tu as des moments où en fait, tu as des stratégies qui sont mises en place où on te dit OK, on va mettre de l'argent sur l'engagement des patients dans leur traitement. On va mettre de l'argent sur comment mieux communiquer avec les médecins. OK, donc on s'est dit ça, c'est notre stratégie. Maintenant, on va avoir des projets dedans. Donc, on va faire une application qui, j'en sais rien, qui s'adresse aux médecins via un chatbot sur telle plateforme. Qu'est-ce qu'on met en place? OK, on met en place ça. Donc, d'abord, on donne un budget. Quelle est notre priorité phare? Ça va être celui-là. Donc, on va mettre un gros budget ici. Et vu qu'on est dans un centre d'innovation, la priorité, c'est de délivrer ou d'échouer rapidement. Donc, on valide une hypothèse. OK, on part dans une direction. Ah, en fait, on s'est planté. C'est pas grave, on arrête vite. On va dans la bonne direction maintenant. Ça, c'est super important. C'est savoir s'arrêter déjà et pivoter ou stopper le projet. Voilà. Je divague un peu à chaque fois, mais. Non, ok, merci pour ta réponse. Ça ouvre des trucs. Donc, si y a d'autres questions, je vous laisse prendre la parole, les autres. Oui, moi j'ai une question. Bonjour. J'ai une question pour Charles. En fait, étant donné que tu travailles chez Novartis en tant que chef de produit et que je suis intéressée par un stage qui est proposé par leur filiale Generica en tant que chef de produit, est-ce que ce serait possible de faire remonter mon dossier, sachant que j'ai plutôt un dossier, on va dire, qui est assez correct scolairement, et ça correspond totalement à mon projet à court terme, c'est-à-dire l'emploi que je veux faire de prime abord, et mon projet à long terme, quelque chose que j'envisage d'ici 10 ans. Donc, est-ce que ce serait possible de t'en parler par LinkedIn? Je viens de t'ajouter. Et parce que j'essaie de le faire remonter par quelqu'un d'autre qui travaille chez Novartis, mais cette nana, elle est dans une autre filiale, donc c'est pas possible. Et c'est vraiment un poste qu'il me faudrait. C'est quelque chose qui me correspond. Donc, et j'ai pas envie de passer à côté. Du coup, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides, s'il te plaît? Je sais que c'est un peu perso comme question. Non, mais on en parlera plus profondément sur LinkedIn, bien entendu. Tu parles de Sandoz, du coup? Ouais, exactement. En fait, c'est un poste. Je t'en parlerai sur LinkedIn, du coup. Ouais, j'attends ton message. Enfin, je regarderai ça après, mais. Je viens de t'ajouter en tout cas, donc pour pouvoir t'envoyer un message. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Oui, il y en a qui sont attaqués. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question pour Charles encore, mais c'est juste pour préciser un peu plus ton métier, avoir une idée un peu plus claire. Mhm. Est-ce qu'en gros, tu formes les visiteurs médicaux et tu rédiges les formations pour les visiteurs médicaux? Ou pas du tout? Non.
je ne suis pas en charge de la formation au sens propre du terme. Quand je veux dire formation, c'est typiquement bonjour, je viens d'être engagé, je ne connais absolument rien au lymphome. Formez-moi s'il vous plaît. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Ça, il y a d'autres services, généralement en lien avec le médical, qui s'occupent de ça. Par contre, moi, j'ai un devoir de formation aux visiteurs médicaux quand même. Exemple concret, pratique, je suis en train d'organiser à l'heure actuelle. On a mis à jour notre fiche posologique avec des grosses mises à jour de nouvelles données à 24 mois sur notre produit, de données de bon usage, etc. Bah, tout ça, c'est pas de la formation théorique sur la maladie, sur le médicament, etc. C'est plus de la formation pratique. Et ça, pour le coup, c'est moi qui m'en charge. D'accord. Ok. On n'est pas sur une formation un peu comme un contrôle continu à la fac, où il faut que tu aies telle note pour avoir le droit d'aller sur le terrain. Mais par contre, c'est une formation qui est ultra importante parce qu'on veut être sûr que Le paramétrage, quoi, plus. Voilà. Ok. Donc, Et du coup, pour rebondir, parce que du coup, la formation, c'est une des missions du médical. Et pour le coup, nous, on a, dans nos missions, on doit former les visiteurs médicaux et les équipes marketing de manière générale. Soit selon il y a des laboratoires qui ont dans qui ont une équipe formation. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Et quand ce n'est pas le cas, c'est le médical qui s'en charge. Et dans tous les cas, les supports de formation sont validés et normalement co-construits avec le médical. Et du coup, moi, c'est une des missions que j'ai. J'ai eu l'occasion à l'arrivée de nouveaux délégués. C'est moi qui est en charge de leur faire la formation. D'accord, donc c'est ton métier. Ouais, et après, on a aussi la formation continue où régulièrement, on fait des points actu médicales pour leur montrer les nouvelles actualités, leur montrer l'avancement des études cliniques. Du coup, je pense que c'est plus du médical que du marketing. D'accord, ok. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, apparemment pas. Écoutez, je pense que c'est bientôt l'heure, donc on va peut-être conclure. Donc, si vous avez un petit mot pour la fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter vos profils à tous les trois et puis votre master qui est quand même sacrément complet. Donc, je pense qu'un petit tour sur le site s'impose pour tous ceux qui ont envie de voir un petit peu tout le scope qui est à disposition. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact, les étudiants, si jamais vous voulez plus d'infos. Il me semble aussi qu'il y a une zone non contactée sur le site du master pour ceux qui ont des questions vraiment précises, procédures ou autre. Oui, globalement, vous pouvez nous contacter même sur les réseaux, hein, ça va aux mêmes équipes. On transmet, on recherche l'info s'il y a besoin. Insta, Facebook, LinkedIn, bon, ça sera plus perso. Et sur le site, nous contacter, ça va sur l'équipe web. Donc, on est en contact avec l'équipe des réseaux sociaux, donc ça tourne bien. Bah, merci en tout cas de nous avoir invités, c'était un plaisir. Bah, nous aussi, mais du coup on est content parce que comme le master est tout nouveau chez nous, il fallait poser un petit peu les bases. Donc là, comme on est en 4e année, peut-être que vous verrez des gens à nous l'année prochaine. En jury, je ne sais pas si dans vos jurys, vous avez des étudiants du master. Parfois, ça arrive, ils mettent des alumni dans les jurys de master. Donc voilà, peut-être que vous en verrez passer. Des gens de Paris 5. Moi, je voulais faire un merci tout particulier à l'ALE de nous avoir reçus et fait ce partenariat parce que du coup, venant de cette fac et ayant rêvé de ce master pendant très longtemps, je suis vraiment très très heureux d'avoir pu vous le présenter ce soir. J'espère qu'on a créé des... On vous garde une petite case au forum de l'an prochain, si vous êtes chaud. Je vous fais un bon prix, il n'y a pas de problème. Allez, salut tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée. Très bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.